Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre l'enregistrement maintenant que les petits problèmes matériels ont été réglés. Et je vais commencer par récapituler un certain nombre de points que nous avons examinés la semaine dernière. Et bien sûr, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre de ces points, vous n'hésitez pas à les poser. Alors, nous avions largement entamé cette deuxième partie sur les apports scientifiques à la question de l'enseignement de la grammaire. Et le premier point important, c'était de définir cette notion d'identification des formes grammaticales. Que signifie identifier une forme grammaticale? Définir cette notion donc comme un principe de catégorisation. Alors attendez, je ne retrouve plus ma télécommande là, pardon. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, ben, tant pis. Tant pis, on va faire à la main. Oui. Donc je reprends la notion d'identifier une forme grammaticale renvoie à un processus cognitif très bien défini qui s'appelle la catégorisation. Alors c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que d'une part ça évite de considérer que quand on fait de la grammaire, on se contente de mettre des étiquettes grammaticales sur des mots, parce que ça c'est souvent la vision qu'on a. Et en général, les personnes qui défendent cette vision, c'est-à-dire que la grammaire c'est juste mettre des étiquettes grammaticales sur les mots, ce sont des gens qui considèrent que ça ne sert à rien de faire de la grammaire, parce que, bon, juste mettre des étiquettes sur les mots, à quoi ça sert, etc. Bon. Quand on a compris que identifier une forme grammaticale, c'est tout un processus cognitif que l'on peut développer d'une certaine façon, là, évidemment, l'enseignement de la grammaire change complètement de perspective. Et ce que nous avions vu, c'est que sur les deux modèles qui existent pour catégoriser, donc pour décrire l'opération de catégorisation, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et la théorie du prototype, le modèle du prototype ou la théorie du prototype reflète beaucoup plus fidèlement notre façon naturelle de catégoriser, ce qui fait que pour l'enseignement de la grammaire, il est beaucoup plus efficace. Enfin, cette théorie est beaucoup plus efficace. Pour faire de la linguistique savante technique, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes est, lui, peut-être très intéressant. Mais du point de vue de la façon dont nous catégorisons naturellement, la théorie du prototype est plus intéressante. Ce qui veut dire que dans l'enseignement de la grammaire, il faut avoir à l'esprit que les définitions sont beaucoup moins importantes que les exemples types, puisque les exemples types, par exemple un exemple de phrase mise dans un cahier d'élèves, au tableau, sur les murs de la classe, enfin peu importe, un exemple de phrase est un prototype de la phrase qui va servir de modèle pour identifier par ressemblance n'importe quelle autre phrase. Et cet exemple type sera plus facile à étudier, plus naturel que des définitions, puisque j'avais montré avec cet exemple tout simple de la phrase que les définitions finalement sont toujours imparfaites en linguistique. On trouve toujours des contre-exemples et c'est extrêmement difficile, évidemment beaucoup plus que par exemple en mathématiques, d'avoir une définition qui soit parfaitement rigoureuse. Une définition parfaitement rigoureuse, ça devient un traité de linguistique sur la notion à définir. Alors, l'autre intérêt de la prise de conscience que la question de l'identification grammaticale renvoie à un phénomène de catégorisation, c'est que du coup, ça veut dire qu'il faut absolument éviter dans l'enseignement, surtout dans les premières étapes de l'enseignement,
les cas non prototypiques, c'est-à-dire de faire travailler les élèves ou de donner des exercices dans lesquels il y a des situations qui ne peuvent pas être analysées avec les connaissances qu'ont les élèves. Et ça, malheureusement, le manque de connaissances de certains enseignants ou même des auteurs de manuels fait que souvent les élèves ou alors les enseignants qui utilisent les manuels sont confrontés à des cas non prototypiques qui sont quasiment inanalysables avec leurs connaissances. Alors, on avait vu également que si on essaie de décrire un peu la logique du système de la langue, on part donc d'une structure fondamentale qui est la phrase, la structure de la phrase. On n'est pas obligé de faire comme ça. Il y a d'autres personnes qui préfèrent partir du texte ou du discours, d'autres qui peuvent inversement partir du mot. Donc c'est un vrai choix, si vous voulez, d'organisation, de dire que la grammaire, le noyau de la grammaire, le noyau de base de la grammaire, c'est d'abord la grammaire de la phrase. Ça paraît peut-être évident pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, mais en réalité, c'est quand même un choix, une orientation théorique. Bon, le deuxième point, c'est que, et ça, on aura j'aurai plusieurs fois l'occasion de vous le rappeler avec des exemples concrets. Au fond, la syntaxe d'une langue comme le français, c'est essentiellement des relations d'inclusion, des structures incluses dans d'autres. Et cette structure incluse dans une autre, elle a elle-même des éléments qui sont inclus à l'intérieur d'elle-même. Donc, en fait, votre apprentissage de la grammaire, il doit être un apprentissage de perception un peu immédiate, automatique de ces relations d'inclusion. Et puis, donc, la question de la nature et de la fonction des groupes de mots qui sont donc à identifier, comme on l'a vu. Donc, j'avais rappelé que l'articulation entre nature et fonction revient à une articulation entre entité et relation, ou structure et relation. Vous avez des structures ou des entités X et Y qui sont dans une certaine relation. Et ce qu'on appelle fonction, c'est la relation entre les deux. Bon, vous avez par exemple un groupe nominal, un groupe verbal, et la fonction, ça va être la fonction sujet entre les deux. Par exemple, ici, chat échaudé, qui est sujet du groupe verbal craint l'eau froide, et chacun de ces éléments ayant lui-même des constituants qui entretiennent des relations entre eux. Donc, là, c'est le niveau des fonctions. Donc ça, si vous voulez, normalement, quand on a compris ça, on ne peut plus confondre le plan de la nature des mots et le plan de la fonction. Alors que souvent, on voit beaucoup ce genre de confusion. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Bon, l'élève va répondre, c'est un COD. On te demande qu'est-ce que c'est que ce mot, quelle est la nature de ce mot? C'est un COD. Non, ça c'est sa fonction. Sa nature, c'est un groupe nominal, ou c'est un nom, etc. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. Et vous voyez que même dans des manuels tout à fait diffusés, etc., on a des choses absolument gravissimes du point de vue de l'erreur d'analyse syntaxique, avec des groupes nominaux comme s'ils étaient alignés, comme s'il y avait le groupe nominal le tiroir, et puis un peu plus loin le groupe nominal la table, alors qu'en réalité, tout cela, de la table de la cuisine, est inclus dans le groupe nominal dont le noyau est tiroir. Et ça, c'est vraiment typiquement ce qu'il faut éviter avec les élèves. Et je m'étais arrêté sur cet exemple-là, où on voyait que ici, les auteurs du manuel avaient, donc c'était un autre exemple des cas où vous avez des manuels qui donnent des exemples non prototypiques. Là, c'est vraiment, je ne l'ai pas noté, mais c'était un niveau cycle 2, donc un niveau très très élémentaire. Le petit mot qui est juste devant chaque mot en couleur, c'est pour identifier les déterminants. Donc il y a ma trompe, mon bec, les fruits, le renard, un terrier, tout ça, ça marche très bien. Malheureusement, il y a de l'eau. Et de l'eau, c'est un seul déterminant en deux éléments. C'est le partitif de la. Vous voyez que ici, ça pose un problème. Parce que
de deux choses l'une, soit l'auteur du manuel ne sait pas ce que c'est qu'un partitif, et il pense que l'eau, c'est l'article défini ici. Bon, mais vraiment, ça ne va... Vous voyez, c'est vraiment un exercice qui pose un vrai problème. Et si vous voulez, un exercice sur deux dans les manuels, c'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas les connaissances qui vous permettent d'éviter cela, c'est quand même très déstabilisant pour l'enseignement de la grammaire pour les élèves. Alors, le point essentiel, c'est donc de bien faire percevoir l'idée qu'une phrase, ça n'est pas une suite de mots séparés par des blancs. Hein. C'est pas du tout ça. Ça, c'est pour un ordinateur, oui. Pour un ordinateur, une phrase, c'est une suite de caractères séparés par des blancs. Des séquences de caractères séparées par des blancs. Mais pour le cerveau humain, la cognition humaine, c'est pas du tout ça. Hein. On n'a pas le mot chat qui est après le mot échaudé, qui est après le mot crin, parce qu'en fait, ces blancs n'ont pas la même valeur du tout. Le blanc de chat échaudé, il correspond à une relation qui groupe chat échaudé comme un groupe nominal sujet de crin l'eau froide. Donc là, on a vraiment un groupe. Ça n'apparaît pas comme ça, ça ne se voit pas quand on voit la phrase. Mais même sans faire de grammaire, on le sait. Je veux dire que ça fait partie de ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler, disons, la grammaire implicite. Hein, je vous en parlais l'autre jour. Un francophone, même va alterner, va dire à certains moments, il craint l'eau froide, ce chat craint l'eau froide. Donc, spontanément, lui-même, il peut remplacer chat échaudé ou le chat par il, sans avoir la moindre connaissance grammaticale. Donc ça veut dire que son système cognitif, il l'a reconnu, ça. On sait qu'on groupe comme ça, et que c'est automatique. Bon, simplement, là, avec la grammaire, on en prend conscience. On prend conscience de ce que notre système cognitif fait naturellement, spontanément, et puis on essaie de le nommer, et donc d'atteindre ce niveau qui n'est plus linguistique, mais qui est méta-linguistique. Et puis, bien sûr, ce qui est important, c'est qu'on analyse des groupes de mots. Les constituants, ce sont souvent des groupes de mots, et ce ne sont pas des mots. L'intérêt, d'éviter ce type d'analyse, hein, où les phrases apparaissent comme des mots alignés sur un axe linéaire, c'est que, par exemple, pour les problèmes d'accord, voyez, si vous dites ici que, si vous comparez les cloches sonnent et la cloche sonne, si vous dites que le sujet, c'est le nom cloche, vous aurez à l'oral le même sujet, le sujet c'est cloche pour les cloches sonnent, et le sujet c'est cloche pour la cloche sonne. Alors, en toute rigueur, c'est faux de dire que le sujet est cloche. Parce que le sujet, c'est l'ensemble du groupe nominal. Parce que si vous dites que cloche est le sujet, ça veut dire qu'il est autonome, indépendant, cloche. Mais non, il n'est pas indépendant, il va avec son déterminant. Donc le sujet de sonne, ici c'est les cloches, et ici c'est la cloche. Donc, si vous habituez les élèves, surtout les petits, à dire, dans un cas comme celui-ci, à bien identifier le groupe sujet avec le déterminant et le nom, on voit tout de suite quel est le sujet ici, c'est les cloches. Bon, on entend que c'est pluriel. Ici, c'est la cloche, on entend que c'est singulier. Tandis que si vous dites simplement le sujet, c'est cloche, dans les deux cas, vous n'entendez pas lequel est singulier, lequel est le pluriel. Donc ça a un petit avantage de ce type-là pour les problèmes d'accord. Bien. Alors, une fois qu'on a compris cela, ces relations d'inclusion, le fait que les mots ne sont pas simplement alignés les uns à côté des autres dans la phrase, il reste à comprendre comment se hiérarchisent les différentes fonctions. Bon, il faut d'abord bien saisir cette distinction entre nature et fonction. Mais normalement, c'est relativement simple, puisque les natures de mots, en français, il n'y en a que 8.
il y a 4 parties du discours, 4 natures de mots lexicales, nom, verbe, adjectif, adverbe, qu'on va bien sûr examiner de plus près dans les semaines à venir. Et puis 4 parties du discours qu'on appelle grammaticales, qui sont donc les déterminants, les prépositions, les conjonctions et les pronoms. Bon. Donc, vous avez 8 catégories, et si vous n'êtes pas dans une de ces 8 catégories, vous n'êtes pas dans une nature de mots. Les natures de mots, il n'y en a que 8 points. Donc, c'est simple, il suffit d'avoir à un moment donné dans votre enseignement cette liste à laquelle les élèves sont tout le temps renvoyés. Et s'ils vous disent à la question quelle est la nature de ce mot, ils vous répondent attribut, vous lui dites regarde dans la liste des natures de mots. Est-ce que tu vois attribut dans la liste des natures possibles de mots? Non, il n'y en a que 8. Donc tu me réponds un des 8. Voilà. Hein, donc pour cet aspect de la distinction entre nature et fonction, il y a quand même des moyens pédagogiques assez simples pour permettre d'éviter cette confusion. Dans les natures de mots, pour l'instant, on a juste vu cette distinction, enfin juste vu, je l'ai énoncé simplement, cette distinction entre les mots plutôt lexicaux et les mots plutôt grammaticaux, qui renvoie à une intuition quand même assez simple. Les mots lexicaux renvoient à quelque chose qu'on peut décrire. Vous voyez, je ne sais pas, les noms, bon, une table, une chaise, etc., ou même une abstraction, la liberté, bon, on peut le visualiser à la limite, tout au moins pour les concrets. Les adjectifs renvoient plutôt globalement à des propriétés, blanc, rouge, rapide, lent, etc. Les adverbes à des propriétés des actions, rapidement, lentement, etc. Bon, mais là aussi, c'est quelque chose de visualisable. Et puis, donc les verbes, évidemment, caractérisent plutôt désignent plutôt des actions. Quand vous êtes du côté des mots grammaticaux, évidemment, déterminant, le ou la, ne renvoient à rien. Ces mots grammaticaux ne renvoient à rien qu'on puisse décrire. Ce sont des outils qui ont un sens qu'on appelle parfois instructionnel, c'est-à-dire des outils qui servent à manipuler les mots lexicaux. Bon, voilà, une préposition comme à, bien sûr, on peut décrire son sens du point de vue linguistique, mais c'est très abstrait, c'est pas du tout comme un mot comme table qui renvoie à quelque chose de... Donc, cette distinction basique à l'intérieur des natures de mots entre mots lexicaux et mots grammaticaux, elle correspond aussi à quelque chose d'assez intuitif. Bon. En fait, dans la réalité linguistique, les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a des tas de mots pour lesquels on peut hésiter entre les deux. Mais globalement, pour l'enseignement élémentaire de la grammaire, on peut se contenter de cette intuition de base. Maintenant, une fois qu'on est à peu près au clair là-dessus, il faut clarifier quand même, parce que là, c'est extrêmement utile, et puis là aussi, c'est très très simple, clarifier la hiérarchie des fonctions grammaticales. Donc, d'abord, on analyse la phrase en 3 groupes, enfin 2 ou 3 groupes, qu'on va appeler ainsi le groupe sujet, le groupe verbal et le groupe circonstanciel. Alors, par exemple, dans une phrase comme « Le facteur distribue le courrier à 8 heures », on aura le groupe sujet et le facteur, le groupe verbal distribue le courrier et le groupe circonstanciel à 8 heures. Le groupe circonstanciel, il est facultatif, c'est pour cette raison que dans cette formule de la phrase qu'on peut très bien enseigner telle qu'elle, c'est pas une chose compliquée. C'est pour cette raison que le groupe circonstanciel est entre parenthèses ici, parce qu'il n'est pas obligatoire dans la structure de la phrase. Je peux très bien dire le facteur distribue le courrier. Bon. Il y a différentes propriétés du groupe circonstanciel sur lesquelles on reviendra, mais peu importe pour l'instant. Simplement, c'est une formule, ça, qui vaut pour toute phrase. Et il n'y a pas d'autre formule. Toute phrase, alors j'exagère un tout petit peu, mais toute phrase, disons, prototypique, plus ou moins canonique, entre dans cette formule. Et il n'y en a qu'une de formule. Une phrase, c'est un groupe sujet, un groupe verbal, et éventuellement un groupe circonstanciel. Donc ça, c'est le premier niveau d'analyse.
Alors, évidemment, il y a d'autres façons de définir la structure de base de la phrase. Là, vous voyez, c'est un mélange de dénominations qui utilisent des fonctions pour groupe sujet et groupe circonstanciel et une nature de mot pour groupe verbal. Alors, certaines personnes estiment que cette hétérogénéité, pour des raisons théoriques, n'est pas acceptable. Il faudrait bien séparer tout le temps le plan des natures, le plan des fonctions. Alors, comment faire? On peut avoir d'autres descriptions. On peut décrire uniquement sous forme de nature, en disant, en fait, ma phrase, c'est groupe nominal plus groupe verbal plus groupe prépositionnel. D'accord? Groupe nominal, le facteur, groupe verbal distribue le courrier, groupe prépositionnel à 8 heures. Bon, ça marche, hein, on pourrait l'écrire comme ça. Sauf que cette description, elle pose un problème de généralité dès que vous avez, par exemple, il distribue le courrier à 8 heures. Parce que il, ce n'est pas un groupe nominal, c'est un pronom. Donc comment on fait? Alors la solution, c'est de dire, j'écris groupe nominal, parce qu'en fait, c'est la fonction de sujet. Hein. Parce que le groupe nominal est pour moi le sujet prototypique, le sujet par excellence, c'est un groupe nominal. Un pronom, ça intervient comme remplacement pour un groupe nominal, donc c'est secondaire. Mais bon, après, il y a l'infinitif qui peut être, comme je vous donnais l'exemple, souffler n'est pas joué, un infinitif peut être aussi sujet. Donc ça veut dire que groupe nominal, on dira, quand c'est un infinitif, on dira groupe nominal. Là, ça devient quand même compliqué. Hein. Donc, la solution avec des natures de mots, alors pareil pour le groupe prépositionnel ici. Si je dis que GC c'est groupe prépositionnel, ça va poser des problèmes lorsque je vais avoir, par exemple, une subordonnée circonstancielle. Parce qu'elle est introduite par une conjonction de subordination, pas du tout par une préposition. Alors, c'est possible, hein, à condition de bien dire que les symboles, si on dit que c'est groupe nominal plus groupe verbal plus groupe prépositionnel, si on dit que les symboles veulent tous dire deux choses différentes, sauf le groupe verbal qui, lui, est très clairement juste une nature de mot, que, en fait, groupe nominal, ça veut soit on peut l'interpréter au sens morphologique comme effectivement un vrai groupe qui a pour noyau un nom, soit on l'interprète comme sujet. En fait, on écrit groupe nominal, mais ça veut dire sujet. Et puis, on écrit groupe prépositionnel, mais ça veut dire groupe circonstanciel. Bon. Moi-même, je l'ai fait dans un manuel qui s'appelle Exercice de linguistique. J'ai analysé les phrases comme ça, puisque c'était à partir d'un autre livre écrit par Olivier Soutel à linguistique, que vous connaissez peut-être aux presses universitaires de France. Bon, on n'utilisait pas groupe, on utilisait syntagme, parce que c'est un petit peu plus linguistique, si vous voulez. Syntagme nominal, syntagme verbal, syntagme prépositionnel, qu'on peut très bien décrire ça comme ça. En linguistique, ça pose aucun problème, mais je pense que pour l'enseignement de la grammaire, c'est beaucoup trop compliqué de faire ça. Donc ça, c'est la première solution, qui est trop compliquée, à mon avis, inadaptée pour la grammaire. La deuxième solution, c'est de dire qu'on a un sujet ou un groupe sujet. Alors donc, la deuxième solution alternative à cette solution hétérogène, là, où on mélange les fonctions pour sujet circonstanciel et la nature de mot, verbe, c'est non plus de mettre uniquement des natures, mais de mettre que des fonctions. Donc à ce moment-là, on garde sujet, circonstant, groupe circonstanciel, complément circonstanciel, et là on met quoi à la place du verbe? Eh bien on met prédicat. Hein. On peut dire, on a un sujet, un prédicat et un circonstant, ou un complément de phrase, peu importe. Hein. Donc on introduit la notion de prédicat pour donner un équivalent en termes de fonction de la nature groupe verbal. Alors, cela a été tenté il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, hein, et la réaction de la communauté enseignante a été très violente de rejet de cette notion de prédicat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais bon, en France, ça a fait du bruit pendant un petit moment. Bon, c'est complètement oublié maintenant, parce que de toute façon, on a changé de perspective. Bon, pourquoi pas, hein, c'est une analyse pas inintéressante, simplement elle pose un problème, cette introduction de la fonction prédicat, dire que le groupe verbal, sa fonction, c'est d'être prédicat. Encore une fois, de point de vue linguistique, ça ne pose absolument aucun problème, c'est tout à fait correct. Moi, je n'y vois absolument aucun inconvénient. En revanche, dans un contexte d'apprentissage de la grammaire, ça pose le problème suivant, c'est que les fonctions, en général,
elles peuvent être occupées par toutes sortes de natures de mots différentes. Je veux dire que la fonction sujet, je reviens encore une fois, elle peut être exercée, cette fonction sujet, ça peut être un groupe nominal qui a une fonction sujet, ça peut être un pronom qui a une fonction sujet, ça peut être un infinitif qui a une fonction sujet. Donc, il y a une certaine variété, et du coup, ça a un sens de faire, disons, de donner des exercices à des élèves en leur disant quelle est la fonction de ce mot. D'accord ? Parce que ce n'est pas évident. Parce que le groupe nominal, il peut être de fonction sujet, mais il peut être aussi de fonction COD. Donc, d'une part, une fonction donnée peut être occupée par plusieurs natures de mots, et une nature de mots donnée peut avoir plusieurs fonctions. Hein ? Et du coup, c'est pour ça qu'on fait des exercices d'identification des fonctions et des natures de mots dans les grammaires. Mais si vous prenez le prédicat avec le verbe, quel intérêt ça a de dire quelle est la fonction de ce verbe ? Le verbe, il est toujours prédicat. Donc vous voyez que c'est un peu bizarre pour les élèves. Ils vont apprendre que c'est difficile de trouver le sujet dans la phrase, quel est le mot qui a la fonction sujet. Par contre, le verbe, c'est toujours le verbe qui est de fonction prédicat. Si j'ai trouvé le verbe, j'ai trouvé sa fonction. Alors il y a juste un cas, on verra, où la fonction prédicat est occupée par autre chose qu'un verbe, mais c'est uniquement dans le cas de phrases qui ne sont justement pas prototypiques du tout, des phrases qu'on appelle averbales, comme par exemple, si vous dites « excellent ce rôti ». Bon, si vous dites « excellent ce rôti », ça signifie « ce rôti est excellent ». Donc en fait, ce qui tient lieu de groupe verbal, c'est l'adjectif « excellent ». Donc dans « excellent ce rôti », vous avez un prédicat qui est « excellent » et un sujet qui est ce rôti. D'accord ? Et là, le prédicat, sa nature, c'est un adjectif. Donc, mais hormis ce cas très particulier, le prédicat, c'est toujours le verbe, ou le groupe verbal. Donc, c'est une raison qui plaide en défaveur de l'introduction de la notion de prédicat, qui, au fond, est une notion qui n'appartient pas tellement à la tradition grammaticale de l'enseignement, dans l'enseignement de la grammaire, disons à la tradition de l'enseignement de la grammaire, et c'est pour cette raison sans doute que son introduction a été contestée. Donc, au total, compte tenu du fait qu'une solution en affichant que des natures de mots ou une solution en affichant la structure de la phrase qu'avec des fonctions, dans les deux cas, il y a beaucoup d'inconvénients. Pour ma part, j'estime qu'il est préférable d'utiliser cette définition hétérogène où il y a des fonctions et une nature de mots. Et ça ne pose pas de problème particulier dans les expériences que j'ai pu observer aux élèves. Deuxième remarque, quand on parle de groupe de mots, un groupe de mots, ça peut être un seul mot. Ça peut gêner peut-être certains, mais par exemple, si je dis « il distribue le courrier à 8 heures », le groupe sujet, c'est « il ». Alors, est-ce que c'est gênant qu'on dise le groupe sujet, c'est un seul mot ? Bon, alors, il faut le dire une fois qu'un groupe, quand on dit groupe, mais ça peut être un seul mot. Bon. Exactement comme un ensemble en mathématiques qui peut être réduit à un seul élément, hein, comme un singleton, on appelle ça un singleton. Bien. Donc, ça ne pose pas non plus de problème très très compliqué. Donc ça, c'est le niveau, si vous voulez, de la phrase. Hein. Ça veut dire que, c'est pour ça que c'est important en termes de compréhension de la hiérarchie des fonctions. Ça veut dire que quand vous êtes au niveau de l'analyse de la phrase, vous avez au maximum 3 éléments, éventuellement 2. Hein. Donc, si vous avez 2 éléments, il n'y a qu'une seule fonction possible, c'est la fonction sujet. Si vous avez 2 éléments au niveau de la phrase, vous avez 2 fonctions possibles, la fonction sujet et la fonction complément circonstanciel. Donc, en termes de hiérarchie, comprenez bien ça, hein, c'est ça l'idée, c'est de dire que si je suis au niveau de la phrase, je n'ai que 2 fonctions possibles, sujet et circonstant. Toutes les autres fonctions, elles vont être à l'intérieur des groupes qui constituent la phrase. C'est-à-dire que, par exemple, les fonctions COD, complément d'objet direct, complément, elles vont être à l'intérieur du groupe verbal. La fonction, par exemple, épithète, elle va être à l'intérieur
du groupe sujet qui va être quand il est un groupe nominal. Et ça, c'est très important d'avoir à l'idée qu'il y a des fonctions au niveau de la phrase et des fonctions qui sont au niveau à l'intérieur des groupes de mots qui constituent la phrase. Ça, il y a des fonctions sur deux plans différents. Alors, donc, pour le groupe verbal, qui apparaît dès qu'on décrit la phrase en groupe sujet, groupe verbal. Pour le groupe verbal, il faut distinguer assez clairement le groupe verbal à complément d'objet, qui peut avoir un complément d'objet direct ou indirect, et puis le groupe verbal qu'on appelle attributif. Alors, par exemple, le groupe verbal à complément d'objet, c'est ce genre de choses. J'y reviendrai plus tard. Là, je vous les montre juste comme ça pour avoir une petite énumération, mais rassurez-vous, on reviendra sur ces structures. Votre groupe verbal, il peut être réduit à un verbe tout seul, le facteur travaille, le facteur dort, le facteur parle. Sachant que dans cette situation-là, il y a des cas où le verbe est obligatoirement seul, comme dans le facteur dort, où là, on ne peut pas mettre de complément. Et puis, le facteur parle, où il pourrait y avoir un complément, mais il n'y en a pas. Donc, c'est quand même deux situations différentes. Dans un cas, on va parler d'intransitivité, et puis dans l'autre, on parlera de transitivité, mais de transitivité sans complément, donc de verbe en emploi absolu, mais on y reviendra. Dans d'autres cas, le groupe verbal peut être constitué d'un verbe et d'un groupe nominal, comme le facteur distribue le courrier, donc distribue le verbe, le courrier, groupe nominal, COD. Vous pouvez avoir, au lieu d'un groupe nominal, un groupe nominal prépositionnel, c'est-à-dire un groupe nominal précédé d'une préposition ou introduit par une préposition. Le facteur parle à son collègue. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a que deux sortes de compléments d'objets, le COD et le COI. On a supprimé de la terminologie le complément d'objet second. Peut-être que vous avez appris ça à certains moments, complément d'objet second. Quand il y a deux compléments, par exemple, à une époque, pour le facteur distribue le courrier à ma voisine, on disait le courrier COD, ma voisine, complément d'objet second. Bon, là, on parle de complément d'objet direct ou indirect, selon qu'il y a une préposition ou qu'il n'y en a pas. Alors, on introduit d'abord ces notions de fonction, COD, etc., et les notions plus abstraites de verbes transitifs, intransitifs, etc., sont introduites plus tard. Ensuite, donc, là, on vient de regarder, donc vous voyez, on regarde le niveau de la phrase, il y a deux sortes de fonctions, fonction sujet, fonction circonstancielle. On rentre dans le groupe du verbe, il y a les fonctions compléments, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, et puis la fonction attribut, que j'ai juste mentionnée là, sur laquelle on reviendra plus tard, mais qu'il faut prendre aussi en considération. Et puis ensuite, on regarde dans le groupe nominal, le groupe nominal, il peut se situer soit à l'intérieur du groupe verbal, soit ça peut être le groupe sujet, etc. Donc là aussi, on va avoir une formule générale pour le groupe nominal, on verra ça, déterminant, nom, expansion, on verra un petit peu quel est le rôle de chacun de ces éléments. Et puis, comme je vous le disais, dans une première étape de l'enseignement de la grammaire, pour que les étudiants, les élèves, les apprenants aient une vision globale assez rapidement de la grammaire, on n'entre pas dans le détail de tous les types de déterminants. Il suffit d'introduire ces trois notions d'articles en se limitant aux articles définis et indéfinis. On laisse de côté les partitifs dans une première étape, les possessifs et les démonstratifs. Ça suffit pour une compréhension, si vous voulez, du rôle structurel du déterminant. Ensuite, entrer dans le détail avec toutes sortes de déterminants possibles, c'est plus tard. Il faut d'abord que la notion de déterminant soit comprise pour accéder le plus vite possible à une description complète. Et même chose pour les expansions du groupe nominal. Les expansions, il y en a plusieurs sortes, y compris les subordonnées relatives, etc. Mais les expansions du groupe nominal, on se limite au début à l'adjectif et au complément du nom. Donc l'adjectif épithète, et le groupe nominal prépositionnel complément du nom. Là, si vous voulez, ça permet une description du groupe nominal
facile, assez rapide, si vous voulez. Donc, à ce stade, de quoi on dispose en termes de fonctions? Vous voyez qu'on a introduit la fonction sujet, la fonction complémentaire consentielle au niveau de la phrase. Ensuite, on est entré dans le groupe verbal, on a introduit les fonctions complément d'objet direct, indirect. On est entré dans le groupe nominal où on a introduit les fonctions, la fonction épithète, fonction complément du nom. Et puis, quand on a fait ça, on a déjà fait une énorme partie de la grammaire. Et voyez que c'est peu de choses, finalement. Alors, il faut quand même que je précise sur le rapport nature-fonction un point qui complique les choses, un point qui ne s'enseigne pas, hein, on ne l'enseigne pas disons, au niveau, dans les niveaux élémentaires de l'apprentissage de la grammaire, mais les professeurs, eux, doivent avoir cette connaissance. On admet généralement que la nature d'un mot détermine sa fonction, hein, ou ses emplois. Par exemple, si vous dites l'eau froide, comme dans chat échaudé craint l'eau froide, eh bien, vous avez un nom, c'est sa nature de mot. Vous avez le qui est le déterminant, si je considère seulement le groupe nominal. Hein. Et bon, on va définir le déterminant, on va caractériser le déterminant par le fait qu'il s'emploie devant le nom. Et que finalement, le rôle du déterminant, il est défini dans sa nature par rapport au nom. Et le nom, c'est un nom, il a les fonctions qui correspondent à sa nature. Il est là, l'eau froide, il va être le noyau du groupe nominal, et ce groupe nominal va pouvoir être, par exemple, sujet, COD, etc. Mais, en fait, dans un cas comme celui-ci, ça ne pose pas de problème parce que l'eau, le mot eau, c'est un nom affiché comme tel dans le dictionnaire. Mais il y a toutes sortes de mots, de groupes de mots qui fonctionnent comme des noms, mais qui ne sont pas des noms au départ, si vous voulez. Par exemple, si vous dites « avec des si », on mettrait Paris en bouteille. Hein, vous connaissez ce proverbe. Eh bien, le mot « si », ici, il renvoie au si, à la conjonction qui introduit les hypothèses. Hein. Si j'étais riche, j'achèterais une nouvelle voiture, par exemple. Bon. Donc, si n'est pas du tout un nom. Il est précédé d'un déterminant. Donc ici, en fait, on a la logique inverse. C'est le déterminant qui transforme le mot qui le suit en nom. Et ça marche comme ça avec n'importe quoi. Vous voyez, si je dis dans une phrase un peu pascalienne, le moi est haïssable, le moi, c'est pas un nom non plus. Hein, c'est un pronom, donc, mais il devient un nom parce qu'il est précédé d'un déterminant. Le je ne sais quoi et le presque rien, vous voyez, je ne sais quoi devient un nom puisqu'il est précédé d'un déterminant. Donc vous voyez qu'on a ici on a la logique inverse. On n'a pas le nom, bon je sais que c'est un nom, oui, donc je mets un déterminant devant. On a là cette idée que c'est l'emploi du mot qui va déterminer sa nature, hein, et non pas sa nature qui va déterminer son emploi. D'accord ? Alors ça c'est important, parce que ça arrive souvent dans les textes et dans les usages, et c'est tout simplement la différence entre le plan de la langue et le plan du discours. Vous avez un plan de la langue qui est une sorte de plan un peu abstrait, des mots, si vous voulez, hors emploi. Les mots dans leur caractérisation de base, hors emploi. Bon, par exemple, eau, hors emploi, c'est un nom. Si, tant que ça peut être un adverbe, mais hors emploi, ça peut être un adverbe si je dis il est si grand qu'il ne passe pas par la porte. Ça peut être une conjonction de subordination, une conjonction de subordination. Si je dis, si j'emploie si dans le sens si j'étais riche, j'achèterais une voiture. Bon. Ça, c'est le sens en langue de si. En discours,
c'est-à-dire au niveau de l'emploi des mots, le mot peut changer de nature dans son emploi. Il ne change pas de nature en langue, mais en discours, dans son emploi, il peut être employé différemment. Un autre exemple du même genre, avec le participe passé. Vous voyez, le participe passé, c'est une forme du verbe, vous êtes d'accord, hein? Si je dis « elle a chanté »,« elle est partie », le participe passé chanté ici fait partie de la conjugaison du verbe chanter, c'est le passé composé du verbe chanter. Hein? Il a chanté, elle a chanté. Elle est partie, c'est le passé composé du verbe partir. Ou alors, dans une phrase comme celle-ci, le chat partit, les souris dansent, le participe passé, parti, est le noyau de la première proposition, le chat partit. Mais en fait, cette forme verbale, au départ, en langue, peut très bien être employée comme adjectif. Hein? Vous savez très bien que certains participes passés fonctionnent comme des adjectifs. Exemple, une lettre rédigée rapidement, elle semble fatiguée. Bien que rédiger provienne, le participe passé rédigé provienne du verbe rédiger, que fatigué, le participe passé fatigué provienne du verbe fatigué, ici, on n'a plus des verbes, on a des adjectifs, des choses qui fonctionnent comme des adjectifs. C'est pour cette raison que, par exemple, on peut, en tout cas pour fatigué, on peut ajouter un adverbe ici. Elle semble très fatiguée. Hein. Pour rédiger, on a un adverbe ici rapidement, qui modifie l'adjectif, alors qu'un adverbe est impossible dans les emplois verbaux du participe passé. Bref, il faut quand même avoir ça à l'esprit, en tout cas pour les professeurs, donc il faut faire attention lorsqu'on introduit des notions et des natures de mots, etc. Par exemple, si vous introduisez la notion d'adjectif, que vous travaillez sur les adjectifs, il faut absolument éviter d'avoir dans vos textes des participes passés employés comme adjectifs, parce que ça introduit au départ une confusion entre la catégorie du verbe et la catégorie de l'adjectif. Il vaut mieux utiliser uniquement des adjectifs qui sont des adjectifs en langue. Hein. Cette opération de changement de catégorie de la langue au discours est très courant. Vous voyez, quand on dit c'est tendance, c'est très mode, vous prenez des noms comme tendance ou la mode, qui sont des noms, et vous les employez comme des adjectifs. Hein. Donc c'est un phénomène très courant qu'il faut avoir à l'esprit. Bien, alors, on va maintenant parler de la terminologie. Ce que je vais faire, je vais vous la distribuer parce que c'est ça que je suis allé chercher tout à l'heure à la reproduction. Mais alors, je vais distribuer à ceux qui sont là. Si vous voulez prendre un exemplaire pour des amis qui ne sont pas là, vous prenez. Sinon, ils viendront la semaine prochaine et je les rapporterai. Hein, faites comme vous voulez. Donc, tenez, je vous laisse ça là, vous vous servez, et puis on en parle, on commence à en parler après la pause. Hein? Bon, donc, la terminologie grammaticale. Alors, vous avez ici un petit extrait de l'introduction. Cet ouvrage de terminologie grammaticale destiné prioritairement aux professeurs du premier degré et aux professeurs de lettres s'adresse également à tous les enseignants susceptibles de recourir à ces notions dans leur enseignement, notamment les professeurs de langue, hein, ce que vous êtes censés devenir. Ici, ça vise aussi les professeurs d'espagnol, d'anglais, d'italien, etc. La terminologie a pour vocation d'énumérer, de définir et d'illustrer d'exemples simples un ensemble structuré de notions grammaticales, favorisant un recul critique suffisant pour l'enseignement de la grammaire dans les classes des premiers et second degrés, fondée sur les connaissances actuellement disponibles en linguistique française. Elle constitue aussi un outil de formation pour les enseignants et futurs enseignants. Donc l'idée, c'est que cette terminologie, c'est pas forcément ce qu'on doit enseigner directement aux élèves, mais c'est ce que doivent savoir les professeurs. Hein, il y a quand même une différence, c'est ce que doivent savoir les professeurs. Alors dans cette reproduction, l'atelier de reproduction l'a fait en deux parties, ce qui est, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le maximum de pages était atteint
Mais ce n'est pas très grave, la deuxième partie, conclusion générale, contient juste un petit texte de conclusion, l'index, et une chose aussi, en principe, qui est dedans très, très utile, ce sont des tableaux, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder, de nature et de fonction. Vous avez toutes les natures de mots et de groupes de mots et toutes les fonctions possibles, et ensuite toutes les fonctions possibles et toutes les natures de mots qui peuvent les remplir. Donc ça donne toutes sortes d'exemples très concrets pour les professeurs. Alors, cette terminologie, elle a été faite donc, elle a été préparée depuis un certain temps, hein, mais là, comme je vous le disais la dernière fois, elle a été publiée au mois de juillet de cette année, et donc elle est accessible en ligne sur ce lien. Hein. Vous pouvez télécharger le PDF complet à partir de ce lien. Donc, c'est une terminologie qui est cohérente à tous les cycles de l'enseignement. Je précise cela parce qu'auparavant, en France, on avait une terminologie pour l'école primaire, une terminologie pour le collège et le lycée, et il y avait des différences. Donc, c'était quand même un peu gênant. Donc là, on a une terminologie unifiée. Comme vous pourrez le constater facilement, elle est rédigée, la terminologie. Hein, ça fait quand même un nombre de pages relativement important. Donc, ce n'est pas juste une liste de notions avec des exemples. Il y a toutes sortes d'explications qui sont données. Il y a, comme je vous l'expliquais il y a un instant, une hiérarchisation des termes, en particulier des fonctions, qui permet d'avoir une bien meilleure clarté. Une hiérarchisation des analyses également, et une importance très grande qui est accordée à la notion de groupe, hein, c'est-à-dire qu'on repère à la fois les groupes et les constituants. Et ça, c'est un point très très important parce que trop d'enseignants, trop de grammaire en reste encore à l'identification des mots, hein, des constituants. On présente, et ça, franchement, c'est une chose, je pense, qui peut être enseignée telle qu'elle. Hein. On a quelques formules fondamentales, P égale GS plus GV plus GC, GN déterminant plus non plus expansion, GV verbe plus GN. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit nombre, et à un niveau adéquat, ça peut parfaitement être appris comme tel par les élèves. On verra les quelques innovations par rapport aux terminologies antérieures, mais enfin ça c'est moins important pour vous. Je l'ai déjà dit, la suppression du complément d'objet second. On précise, pour les groupes prépositionnels, si vous voulez, dans la terminologie, on a introduit une sous-catégorisation des groupes prépositionnels. Un groupe prépositionnel, c'est juste un groupe introduit par une préposition. Mais on a jugé utile, comme on a très souvent des groupes nominaux prépositionnels, c'est-à-dire des groupes nominaux précédés par une préposition. Si vous voulez, ce qui est gênant dans groupe prépositionnel, quand vous prenez groupe nominal, groupe verbal, on entend bien que c'est un groupe dont le noyau est un nom. Pour le groupe nominal, groupe verbal, le groupe dont le noyau est un verbe. Le noyau, c'est-à-dire le mot le plus important qui caractérise le groupe. Bon. Si vous dites groupe prépositionnel, on a l'impression que le centre du groupe, c'est la préposition. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est juste un groupe introduit par une préposition. D'où l'intérêt de dire groupe nominal prépositionnel, parce que ça montre bien que c'est un groupe nominal précédé d'une préposition. Et du coup, on dira aussi groupe infinitif prépositionnel, même groupe pronominal prépositionnel, etc. Alors, ce qui est du coup, maintenant qu'on dispose pour la France d'une terminologie de référence. Maintenant qu'on dispose donc d'une terminologie de référence, il est important de l'utiliser et d'y renvoyer en permanence, parce que ça veut dire que au bout d'un moment, tout le monde utilisera les termes de la même façon, et ça évitera les flottements où, voilà, les uns nomment adjectifs, les uns utilisent par exemple adjectif pour adjectif possessif, alors que c'est déterminant, ça fait longtemps. D'autres vont utiliser la notion de complétif, de subordonné complétif dans un certain sens, mais d'autres dans un autre sens. Donc, cette terminologie, il faut vraiment la prendre au sérieux.
C'est-à-dire, c'est vraiment comme ça qu'on nomme les choses. Hein. Bon, on espère, en tout cas le ministère espère, qu'au bout d'un certain nombre d'années, cette terminologie s'installe vraiment dans l'enseignement, dans les classes. Alors, il faut préciser bien sûr que, d'une manière générale, on observe toutes sortes de variations dans la terminologie. Donc la terminologie, elle peut changer, elle varie sous divers aspects. Bon, un premier point à comprendre pour ne pas, pour désamorcer un certain nombre de malaises au sujet des questions de terminologie. Le premier point, c'est de dire que la terminologie, elle ne peut jamais être parfaitement motivée. Il y a toujours des mots qu'on utilise pour la terminologie qui ont l'air de vouloir dire quelque chose, mais qui, dans la désignation rigoureuse de la terminologie, ne renvoient pas forcément à ce qu'ils désignent. Bon, par exemple, je prends un exemple tout simple. Quand on dit le présent du subjonctif, il y a le mot présent. Qu'est-ce que ça veut dire, le présent? Le présent, c'est un temps le présent ou l'imparfait, hein, ici j'ai mis aussi imparfait du subjonctif, le présent ou l'imparfait, on le verra, ça désigne des époques du temps. Le présent, c'est ce qui se passe maintenant, l'imparfait, c'est ce qui s'est passé dans le passé, etc. Il se trouve que, par définition, hein, la nature même du subjonctif exclut la notion d'époque. Quand on a un verbe au subjonctif, il n'est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. C'est par exemple un souhait, hein, qu'il parte, pourvu qu'il pleuve, ou pourvu qu'il ne pleuve pas. Enfin, bref. Donc, le subjonctif ne renvoie pas ni au passé, ni au présent, ni au futur. Donc, parler de présent du subjonctif, c'est d'une certaine façon une aberration. Ça n'a pas de sens. Mais c'est la tradition grammaticale qui le fait. Et bon, c'est une façon de classer les temps du subjonctif. Mais c'est arbitraire, là. C'est pas du tout motivé. C'est pas du présent. Bon. Un autre exemple, le conditionnel qui renverrait à la notion de condition. Parfois oui, mais dans beaucoup de cas, non. Hein, parce que vous avez le conditionnel qui est simplement le futur du passé. Hein. Par exemple, si dans le discours indirect, si vous dites, par exemple, il dit qu'il viendra demain, si vous mettez au passé, il disait qu'il viendrait demain. Donc là, on n'a pas du tout l'idée de condition. Hein. Donc, c'est pas parce que ça s'appelle conditionnel qu'il doit y avoir forcément l'idée de condition. La subordonnée complétive, elle n'est pas... Enfin, je veux dire, tout dépend de la définition qu'on adopte, mais on peut avoir une définition de la complétive où la complétive n'est pas forcément de fonction complément, etc. Donc, il ne faut pas lire les mots de la terminologie d'une manière trop transparente. Hein. Il y a forcément une part d'arbitraire. Mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'une fois que la terminologie est fixée, les mots renvoient toujours bien aux mêmes choses, hein, aux mêmes fonctions, aux mêmes natures de mots, etc. Pronom qui remplace le nom, la plupart du temps, le pronom, il remplace un groupe nominal, pas un nom. Hein. Donc là aussi, c'est une dénomination héritée de la tradition qu'on ne peut pas changer comme ça. La notion d'attribut du sujet, elle est très mauvaise aussi. Mais si vous voulez, là, il y a un point important à comprendre aussi, c'est que la terminologie grammaticale, les mots de la grammaire, ils sont employés depuis beaucoup d'années par des milliers de professeurs, hein, les mots de la grammaire. Donc il y a un usage, il y a des pratiques autour de ça. On ne peut pas changer ces pratiques d'un coup de baguette magique en disant, bon ben, on ne va plus utiliser présent du subjonctif, on va dire subjonctif 1, subjonctif 2, on ne va plus utiliser attribut du sujet, mais on va dire complément du verbe être, etc. Bon. Faire des changements radicaux comme ça déstabiliserait terriblement disons, les pratiques d'enseignement. Et on est obligé d'y aller un peu en douceur avec ça. Hein. On ne peut pas tout bouleverser d'un seul coup. D'où le fait qu'on conserve des dénominations qui ne sont pas forcément très bonnes. Bon. Ensuite, parmi les variations de terminologie,
il y a des cas où les variations sont importantes. Par exemple, pendant longtemps, comme la grammaire du français était calquée sur celle du latin, au lieu de dire complément, on disait accusatif. Complément d'objet direct. Bon. Mais le terme d'accusatif est très mauvais pour la description du français, parce que ce n'est pas la même langue que le latin, ce n'est pas une langue à K. Hein, c'est pas, on l'avait vu avec Abyssus, Abyssum Invocat, c'est une langue disons, qui a une morphologie peu développée et une syntaxe très développée, ce qui est l'inverse dans les langues AK. Alors, donc là, quand on a inventé la notion de complément, eh bien, on a fait un progrès important. Ça a un sens, si vous voulez, vraiment. Quand on passe dans la distinction adjectif déterminant, je disais tout à l'heure, on trouve encore des gens pour dire adjectif possessif, adjectif démonstratif au lieu de déterminant possessif, déterminant démonstratif. Mais là, c'est depuis les années 70 qu'on a changé cette terminologie, hein, et que le concept de déterminant a été introduit dans la grammaire. Donc vous devez être normalement très habitué à cela. Mais au début, quand on faisait ça, les professeurs étaient déstabilisés. Ils disaient, mais c'est absurde, cette notion de déterminant, c'est trop compliqué. Voilà, maintenant, c'est rentré dans l'usage, ça pose aucun problème. Et là aussi, c'était un progrès. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous nommez les déterminants possessifs, déterminants démonstratifs, si vous les nommez adjectifs, il faudra qu'ils aient des propriétés communes avec d'autres adjectifs. Bon, alors oui, ils s'accordent avec le nom. Si je dis ce chapeau, cette veste, le déterminant démonstratif, ils s'accordent. Mais il y a une différence absolument fondamentale qui est caractéristique donc des adjectifs en français, c'est que les adjectifs en français, épithètes, ils peuvent se mettre avant ou après le nom. Et ça, c'est vraiment une grande caractéristique du français, que dans d'autres langues, c'est pas du tout possible, ça. Hein. Eh bien, évidemment que les déterminants possessifs démonstratifs, jamais ils peuvent se mettre après le nom. Donc, ne serait-ce qu'avec cette propriété, on voit bien qu'il y a une différence énorme dans les propriétés des déterminants possessifs démonstratifs et puis des adjectifs. D'où l'intérêt de ne pas les mélanger, de ne pas les confondre, et de dire déterminant d'un côté, adjectif de l'autre, et pas adjectif possessif démonstratif, adjectif qualificatif. Du coup, on n'a plus tellement besoin de qualificatif. Hein. Dans la terminologie, vous verrez, on dit adjectif tout simplement. Bien, donc ça, ce sont des distinctions qui ont de l'importance. Hein. Même chose pour la fonction des groupes plutôt que la fonction des mots. Mais d'autres variations terminologiques sont très secondaires. Par exemple, si vous dites désinence ou terminaison, bon, c'est pas très grave. Il n'y a pas d'enjeu théorique derrière. Hein. Simplement, désinence, c'est peut-être un peu... C'est pas bon, on peut voir le mot terminaison comme un mot plus scolaire, plus transparent, parce qu'on entend termine, etc. Désinence, c'est peut-être un petit peu plus technique. Mais là, il n'y a absolument aucun enjeu théorique dans la distinction entre les deux. Puis il y a des cas un peu compliqués, avec le conditionnel par exemple, qui pour certains est un temps, pour d'autres est un mode. Bon, alors ça c'est un peu une absurdité, parce que n'importe quel linguiste vous dira que le conditionnel est un temps de l'indicatif. Aujourd'hui, c'est devenu une vérité scientifique, si vous voulez. Le conditionnel est un temps de l'indicatif. Mais il reste qu'il y a des anciens professeurs, surtout, qui ont appris dans leur classe que le conditionnel était un mode. Je ne sais pas, vous, dans votre apprentissage, vous avez appris quoi? Le conditionnel est un mode ou le conditionnel est un temps? Un temps, hein, très bien. Bon, il se trouve que un certain nombre de personnes considèrent que c'est un mode. Bon, alors, c'est une erreur de dire que c'est un mode, ça c'est sûr. Mais c'est une erreur, au fond, qui, dans l'enseignement, n'a pas tellement de conséquences graves. Parce qu'en réalité, on utilise ces termes simplement pour avoir un principe de classement de la conjugaison du verbe. Mais personne, mais absolument personne, n'a la moindre idée de ce qu'implique, ce qu'est le concept de mode. Hein? Les profs vous demandez ce que c'est qu'un mode. Qu'est-ce que c'est exactement un mode par rapport à un temps? Ils ne sont pas du tout capables de vous répondre. Il faut avoir là des connaissances théoriques. Et ça, je vous l'expliquerai à partir de Gustave Guillaume, qui a le discours, à mon avis, le plus clair sur ce sujet. Bon, donc à partir du moment où cette variation, que le conditionnel soit un temps, soit un mode, même
s'il y a une chose un peu fausse quand même, enfin même carrément fausse, qui est dite, il vaudrait mieux l'éviter. Hein. Mais au fond, c'est pas si grave. Hein. C'est pas si grave parce que ça n'a pas de conséquences globales sur la compréhension de la grammaire. Ça a des conséquences globales sur la compréhension du concept de mode, mais la compréhension du concept de mode n'est pas du tout du niveau de l'apprentissage de la grammaire dans les classes. Donc, au fond, c'est une chose qui a de l'importance, mais uniquement au plan scientifique et pas tellement au niveau de l'enseignement. Alors, on peut conclure sur... là, je vais terminer donc avec cette espèce de panorama général. Et donc, on peut conclure sur les points suivants. Donc, là, je termine, si vous voulez, ce que j'ai dit lors des 2 premières séances, et puis ce que j'ai terminé donc aujourd'hui. Il faut tout d'abord assumer cette idée que donc maîtriser la grammaire, c'est maîtriser le métalangage grammatical. Donc avoir l'idée que quand on parle des mots, on utilise un vocabulaire technique, un métalangage, hein, et que c'est ça une partie très importante de l'enseignement de la grammaire. Enseigner la grammaire, c'est pas juste faire réfléchir sur des variations dans les langues. Ça, oui, ça a une importance. Mais c'est aussi faire acquérir un vocabulaire technique, un métalangage, et maîtriser ce métalangage grâce au développement des capacités de catégorisation des élèves. Donc, on a vu que les notions grammaticales devaient être enseignées prioritairement avec des exemples types, qui sont donc à la source de ces processus analogiques qui sont à la base de la catégorisation. On utilise en priorité des structures prototypiques ou des exemples canoniques. On vient de le dire, on respecte rigoureusement la terminologie de référence. Et puis, on prend en compte les groupes de mots et pas seulement les mots isolés. Alors, un point absolument essentiel, c'est cette dernière conclusion, qu'il existe une limitation des capacités descriptives de la grammaire scolaire. C'est-à-dire que la grammaire scolaire, vous avez vu, c'est une trentaine de notions. Bon, une trentaine de notions, c'est pas beaucoup. C'est pas si simple que ça à les maîtriser complètement, mais c'est pas beaucoup de notions. Avec ce petit nombre de notions, évidemment, il ne faut pas rêver. Hein. Vous ne pouvez pas tout décrire. Si vous avez une boîte à outils avec 2 tournevis et un marteau, vous ne pouvez pas réparer tout ce qui existe sur la planète. Hein. Donc vous avez une boîte à outils, si vous me permettez cette métaphore, une boîte à outils grammaticale qui est cet appareil conceptuel de la grammaire scolaire, mais ce sont des outils pas très performants, il y en a un petit nombre, donc on ne peut pas tout analyser avec ça. On peut analyser certaines sortes de phrases, mais pas d'autres. Et ça, c'est très, très, très important de l'avoir en tête. Parce que ça veut dire que les élèves peuvent très bien utiliser eux-mêmes des structures de phrases, très spontanément, hein, mais que ces structures de phrases ne soient pas du tout à la portée de l'analyse grammaticale que permet la terminologie scolaire. C'est-à-dire que vous entendez parfois des professeurs dire oui, mais alors, si je ne peux pas analyser grammaticalement ce que mes élèves sont capables de dire, ça veut dire que ma grammaire, elle n'est pas utile, parce que je dois pouvoir être capable d'analyser au moins les phrases que produisent les élèves. Mais non, en fait, il faut complètement renverser la problématique. La grammaire scolaire, elle est applicable sur une certaine classe de phrases, sur des phrases qui ont des structures qui ne sont pas trop éloignées de certains prototypes. Hein. Et donc, il ne faut pas essayer d'analyser des choses trop compliquées avec les outils de la grammaire scolaire. Donc, ça veut dire qu'il faut que les professeurs, eux, sachent ce qui est analysable et pas analysable avec la grammaire scolaire. Et c'est ça le but de l'apprentissage. Ce n'est pas d'être simplement capable de connaître les notions. Oui, il faut connaître les notions. Mais surtout, il faut être capable de faire la différence entre les phrases qui fonctionnent par rapport à un type de connaissance et les phrases qui ne fonctionnent pas.
Je vais vous donner tout à l'heure un exemple concret avec un petit exercice qu'on va faire ensemble. Mais ça, c'est un point très très important parce que là, enfin en tout cas c'est le point de vue que j'essaie de développer, il y a un renversement de la conception de la grammaire. Hein. C'est absurde à mes yeux de prendre un texte au hasard et de dire, bah tiens, on va étudier les groupes nominaux dans ce texte, ou on va étudier la fonction sujet dans ce texte. C'est absurde de s'y prendre comme ça parce que vous allez forcément tomber sur des cas qui sont non standards, non prototypiques, trop compliqués, trop difficiles à analyser avec les simples outils de la grammaire scolaire, qui sont bien sûr analysables pour des linguistes. Mais le but n'est pas de faire des linguistes, le but est de faire des gens qui ont un métalangage grammatical suffisant pour avoir un recul sur leur propre langue. Donc, soit vous prenez un texte et vous enlevez toutes les phrases qui sont trop compliquées, puis vous mettez des petits points de suspension, vous gardez que les phrases qui marchent bien. Ça, moi je le fais souvent pour les exercices. Ou alors vous créez vos propres phrases, ou alors vous prenez des exercices de manuel et pareil, avec votre œil exercé, vous enlevez toutes les phrases qui ne marchent pas, vous ne gardez que ce qui marche, vraiment, clairement. Pas les trucs compliqués, pas les choses où il faut une demi-heure pour expliquer pourquoi la définition que j'ai donnée, ah ben là, elle ne marche pas vraiment parce qu'on est dans un cas très particulier. Machin. Si vous faites ça, vous les perdez, les élèves, vous les perdez. Il faut des cas qui soient clairs, nets, faciles à analyser. Alors, est-ce que vous avez des questions là au stade où on en est? Souvent, les étudiants me posent la question de dire bon bah oui, d'accord, l'enseignement de la grammaire, mais évidemment qu'on ne peut pas le faire au tout premier niveau. Je l'ai peut-être déjà dit pour le français langue étrangère, quand on est dans le niveau A1, les niveaux très débutants, évidemment qu'on ne fait pas de grammaire. Il faut cette question de l'apprentissage de la grammaire, elle intervient plus tard dans les enseignements. C'est suffisamment évident. Bon, alors, si vous n'avez pas de questions, donc je vous montre un peu comment se structure donc cette terminologie. Je vous l'avais peut-être déjà dit, elle est en deux parties. Regardez, vous avez une première partie qui fait une trentaine de pages, je crois, peut-être un peu plus. Donc, ouais, c'est pas loin. 50, voilà. Une première partie qui fait 50 pages, mais vous voyez, la mise en page est quand même très très aérée. Et alors, dans cette première partie, vous avez ce plan que j'ai indiqué là, une partie sur la fonction des mots et groupes de mots, une partie sur phrases et propositions, et puis une partie sur la nature des mots et groupes de mots. Vous avez aussi une partie lexique, mais on ne va pas avoir le temps d'en parler. Alors, cette première partie de 50 pages, qui se lit, franchement, honnêtement, en une heure, vous l'avez lu, parce que il y a beaucoup de schémas, etc., ça se lit très vite. Ça couvre toute la grammaire du français. Cette première partie, elle couvre toute la grammaire du français. Donc, en très peu de temps, vous avez un aperçu de l'ensemble de la grammaire du français. Simplement, la finesse de description n'est pas très grande. Vous avez un grain de description assez grossier, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans les détails de tout. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, pour les déterminants, si je vais dans les natures de mots, vous voyez, pour les déterminants, je ne parle que de l'article, du déterminant possessif, du déterminant démonstratif. Et encore, dans l'article, on va voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, uniquement les articles définis et indéfinis. Donc, on gagne du temps, si vous voulez, en ne donnant pas les détails à chaque fois, pour chaque notion. Mais, ce qui est l'objectif, c'est qu'on essaye de donner le plus vite possible une vue d'ensemble. La structure de la phrase, la structure du groupe verbal, la structure du groupe nominal, etc. D'accord ? Pour que, assez vite, vous ayez une vue d'ensemble de la grammaire de la phrase. D'accord ? Et donc, la deuxième partie, beaucoup plus développée, un peu plus technique, revient sur toutes sortes de détails et reparcourt toute la grammaire, depuis le début, mais en donnant plus de détails à chaque chapitre.
Donc, c'est de cette façon-là qu'on l'utilise. Donc, nous, en cours, on aura le temps de voir la première partie en détail. Et puis, dans la deuxième partie, bon, le lexique, encore une fois, je sais que les années précédentes, je n'ai pas eu le temps de le traiter. Et dans la deuxième partie, on prendra seulement la partie sur la subordination, qui est importante, à laquelle on s'intéressera et sur laquelle on travaillera parce que, bien sûr, il faut avoir une notion de ce que sont les propositions subordonnées. Alors, on commence donc avec la structure de la phrase. Donc, je rappelle, ça va aller vite puisque je vous ai déjà dit l'essentiel, hein, que la phrase, on la décompose en 3 groupes de mots, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Et cette hiérarchisation des fonctions dont je parlais tout à l'heure, vous voyez qu'elle apparaît très bien sur ce schéma, où on voit bien que dans la structure de la phrase, on a uniquement 3 groupes, donc uniquement 2 fonctions, la fonction sujet qui relie le groupe sujet et le groupe verbal, et puis la fonction circonstancielle qui regroupe le complément circonstanciel avec le reste. D'ailleurs, bon, ce schéma, il n'est pas tout à fait sous cette forme dans la terminologie. La terminologie est un peu plus précise parce que, en réalité, le groupe circonstanciel, il est relié à l'ensemble groupe sujet, groupe verbal. Hein. Là, sur ce schéma, par simplification, pour pas me compliquer trop le schéma, j'ai juste mis une flèche entre groupe circonstanciel et groupe verbal, mais en réalité, il serait beaucoup plus juste, comme c'est indiqué d'ailleurs dans la terminologie, de relier le groupe circonstanciel à l'ensemble groupe sujet plus groupe verbal. Donc on voit bien les fonctions au niveau de la phrase ici, et puis à l'intérieur, par exemple ici, la fonction épithète ou la fonction COD. Hein. Donc 2 niveaux de fonctions. Un peu techniquement, on dit parfois le niveau suprasyntagmatique entre les syntagmes, infrasyntagmatique à l'intérieur des syntagmes, mais on n'est pas obligé d'utiliser ces termes techniques. Alors, disons un mot du groupe sujet. Hein, on va commencer par le groupe sujet, puisque c'est le premier élément. Ce groupe sujet, on peut le définir tout bêtement par le fait qu'il suit l'accord avec qu'il règle l'accord avec le verbe. Hein, puisqu'il y a ce lien fonctionnel sujet-verbe, le meilleur moyen de repérer le sujet, c'est de dire c'est le mot qui règle l'accord du verbe. Hein, si je mets le sujet au pluriel, le verbe va être au pluriel. D'accord ? Si je dis il avec un S dorme, eh bien je conjugue dormir à la 3e personne du pluriel, j'accorde en personne le sujet et le verbe avec le sujet. C'est beaucoup mieux, je veux dire beaucoup plus, ça correspond beaucoup plus à la réalité et je pense que c'est relativement accessible de définir le sujet de cette façon-là, plutôt que de dire ça répond à la question qui est-ce qui, etc., qui marche presque. Vous voyez, je sais pas moi, je vois ça dans beaucoup d'exemples. Hein. Vous avez dans les grammaires scolaires, bon voilà, le sujet c'est ce qui répond à la question qui est-ce qui. Premier exercice, le livre est sur la table. Qui est-ce qui est sur la table? Le livre, ça ne va pas du tout. Hein. Il faudrait dire qu'est-ce qui. Alors à ce moment-là, il faut augmenter le nombre de questions possibles. Enfin, bref, ces histoires avec les questions, ça peut rendre service dans certains cas, mais c'est quand même très imparfait. Hein. Et à partir du moment, de toute façon, où les élèves ont en tête cette structure de la phrase groupe sujet, groupe verbal, ils savent qu'il faut trouver un groupe sujet. Et c'est ça qui va régler l'accord du verbe. Donc ils n'ont pas tellement à poser ces questions. Ils ont ce schéma qu'ils vont retrouver spontanément dans les phrases. Bon alors, ce groupe sujet, il peut avoir plusieurs natures. Soit un groupe nominal, hein. Bon, on verra ensuite les différentes formes de groupes nominaux, mais dans sa forme standard, canonique, le groupe nominal, c'est un déterminant plus un nom. Bon, comme ici, le facteur, dans le facteur distribue le courrier. Et deuxième nature possible pour le groupe sujet, eh bien, le pronom personnel. D'accord ? Donc, dans une première étape, pour le sujet, pour la fonction sujet, on ne donne que ces 2 natures, le groupe nominal et le pronom personnel. Alors,
ça suffit au début. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin et ça permet d'analyser plein de textes dans lesquels vous allez, enfin d'analyser, je veux dire, d'étudier le sujet dans toutes sortes de textes, puisque de toute façon, les pronoms personnels et les groupes nominaux sont très fréquents comme type de sujet. Donc tous les autres cas, on les laisse de côté au début. Je vous les mentionne parce que il faut bien sûr, c'est pas parce que le professeur ne les enseigne pas aux élèves qu'il ne doit pas les connaître. Hein. Quels sont les autres sujets possibles? Bon, ben, il y a d'autres types de pronoms que le pronom personnel. Hein, le pronom démonstratif, le pronom possessif, le pronom indéfini, le pronom interrogatif dans qui a fait cela, et surtout le pronom relatif. Hein, c'est très courant dans les textes que le sujet soit un pronom relatif. Hein, là, un livre qui a été publié en France. Vous avez le groupe infinitif qui peut être sujet. Exemple, jouer du piano me repose. Une subordonnée complétive peut être sujet. Qu'elle soit en retard me surprend beaucoup. Hein, le sujet de me surprend, c'est toute la subordonnée complétive qu'elle soit en retard. Et puis la relative substantive, qui se ressemble, s'assemble. Hein. Alors attention ici, qui se ressemble est sujet de s'assemble. Hein, c'est une proposition relative sujet de s'assemble. Ça, c'est au niveau de la phrase. Et à l'intérieur donc du groupe sujet, le groupe sujet, c'est lui-même une proposition subordonnée relative. On va voir que ça s'appelle une relative substantive. Le verbe ressembler a pour sujet qui. Donc vous avez s'assemble qui a pour sujet qui se ressemble et ressemble qui a pour sujet qui. Donc cette fois-ci un pronom relatif. Mais alors tous ces types de sujets, vous savez qu'ils existent comme possibilité, mais au début vous ne le dites pas. Hein, parce que sinon, encore une fois, on se perd dans les détails. Et ensuite c'est fini, on ne comprend plus rien. D'accord ? C'est pour cette raison qu'on a fait aussi cette terminologie en deux parties. Parce que la plupart des grammaires ou même des manuels sont faits comme ça. Vous entrez dans le manuel et vous voyez que sur n'importe quelle question, vous avez des développements beaucoup trop longs. Et jamais vous ne voyez la fin. Jamais vous n'avez la totalité de l'information sur la phrase. Alors que là, vous allez voir en quelques séances, on a vu. Et encore, moi, ça prend du temps parce que je vous explique, si vous voulez, comment dire, les enjeux théoriques, les enjeux pédagogiques, etc. de tout cela. Mais si je me contentais de vous faire un cours en vous enseignant ce qu'il y a dans la première partie de cette grammaire, je pense que ça prendrait 2 ou 3 heures maximum, 3 heures de cours. Hein, et puis, hop, vous avez toute la grammaire du français. Alors, eh bien, écoutez, ce que je vous propose, parce que là, il est un peu tard, c'est donc de réfléchir à cet exercice-là. Je vous donne un texte qui est un extrait donc de George Sand, Mauprat, un roman de George Sand qui, je l'ai pris parce qu'il est au programme de l'agrégation de lettres là cette année. Et donc je vous demande d'étudier la fonction sujet dans le texte suivant. Ça signifie donc qu'il faut repérer partout les mots qui occupent cette fonction sujet. Donc comme ça, faites-le tranquillement chez vous, et puis la semaine prochaine, en début de séance, donc je le dis aussi pour ceux qui écoutent le cours, qui n'ont pas assisté ce matin, et donc qui viendront la semaine prochaine, préparez cet exercice. On commencera le cours de la semaine prochaine par sa correction. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Non? Tout est clair? Eh bien, très bien. D'habitude, je vous dis à la semaine prochaine, mais là, je dois vous dire dans 15 jours, pour vous qui êtes présents. Et puis à la semaine prochaine pour ceux qui écoutent et qui seront là la semaine prochaine. Voilà. Merci de votre attention.